La sauce spectacle, on continue le chapitre 7. Alors, mais après tout, c'est logique. Madame Winham est une maniaque de la perfection. Elle a donc une maison fidèle à cette image. L'enseignante déverrouille sa porte puis entre chez elle. Nat s'approche un peu, appuie son vélo contre un poteau de téléphone et traverse la rue en se demandant ce qu'il cherche exactement. Maintenant qu'elle est chez elle, Madame Winham n'a sans doute pas verrouillé sa porte. Mais il ne va quand même pas entrer pendant qu'elle est là. Ça serait se jeter dans la gueule du loup. Personne dans les alentours. Nat s'approche de la maison et après s'être assuré que la femme ne regarde pas par la fenêtre, se dirige vers l'arrière de l'habitation. Dans la cour, le terrain est parsemé de buissons et de plantes bien entretenues. Dans un coin se dresse une petite remise et sur la façade arrière de la maison se découpe une porte. Nat se gratte la tête. Que faire au juste? Tout à coup, la poignée de la porte arrière se met à tourner. Nat se jette à plat ventre derrière un buisson. Madame Winham sort affublée d'une salopette bleue sous son manteau. Elle va sans doute fermer son jardin pour l'hiver. Comme pour confirmer cette idée, l'enseignante se dirige vers la remise dans laquelle elle disparaît. C'est le moment, rapidement, mais sans faire de bruit, Nat se précipite vers la porte arrière de la maison. Tout en jetant des coups d'œil angoissés vers la remise, Madame Winham est toujours à l'intérieur et ne peut le voir. Nat franchit la porte puis la referme derrière lui. Il est entré. Il est dans la maison de la terrible femme. Il effectue quelques pas, cuisine bien rangée aux couleurs douces, salon avec une tapisserie propre et meubles de bon goût. Une maison tout à fait normale, ce qui déconcerte Nat. Il se secoue. Il est ici pour trouver des lunettes, pas pour écrire une chronique de décoration intérieure. Il jette un regard par la fenêtre arrière. Madame Winham est en train d'installer les treillis autour de ses arbustes. Parfait. Le garçon fouille dans la cuisine et le salon. Pas de lunettes. Il entre dans une autre pièce, la chambre à coucher. Grand lit qui semble confortable, table de chevet, armoire, rien d'anormal, mais aucune paire de lunettes nulle part. Sur le mur, il y a un grand cadre. Le garçon s'approche curieux. Il s'agit d'une photo. Une fillette d'environ 10 ans est assise sur une chaise et Nat reconnaît Madame Winham enfant. Derrière, elle se tient une dame d'environ 35 ans qui ressemble vaguement à la Madame Winham d'aujourd'hui. Sans doute sa mère. Son visage est très rigide et sa main droite est posée sur l'épaule de l'enfant. Dans un geste qui exprime plus le contrôle que la tendresse, la fillette d'ailleurs affiche une expression figée par le respect, mais aussi par la crainte. Vaguement mal à l'aise devant cette photo, Nat sort de la chambre. Il entre dans une autre pièce. Les murs sont rouges, un rouge agressant, comme le sang. Il y a un secrétaire en métal aux courbes étranges contre le mur et une grande bibliothèque en bois dans un coin, décorée de visages de démons et de gargouilles. Gargouilles, ça veut dire c'est une gouttière sculptée, ornée de figures d'animaux ou de monstres. Donc, des gargouilles grimaçantes. Une grande armoire trône dans un autre coin. Impressionné, Nat s'approche de la bibliothèque. Les simples titres des livres le font frissonner. Sort et malédiction. Encyclopédie des sortilèges. Toutes des sorcières magie blanche et noire. Plus aucun doute n'est possible. Maintenant, sur le mur, sont accrochés 6 ou 7 cadres. Le premier est la photo d'une femme au visage impitoyable. Il y a une femme différente dans chacun des autres cadres, avec un prénom différent, mais toutes des Winham. Et les photos semblent de plus en plus récentes. L'avant-dernière représente la femme que Nat a vue dans la chambre à coucher, la mère de l'enseignante. Et la dernière photo est celle de Madame Justine Winham, elle-même. Nat comprend qu'il s'agit là des ancêtres du professeur et professeur de sa sœur. Seraient-elles toutes des sorcières? Depuis plusieurs générations, la sueur commence à couler sur le front du garçon. Il ne doit pas demeurer ici trop longtemps, il doit faire vite, sinon, là sur le bureau, au milieu de plusieurs feuilles de papier, une paire de lunettes. Les voilà! Il s'apprête à les prendre quand un bruit l'arrête aussitôt. Une porte qu'on ouvre. Madame Winham rentre.
Nat est saisi de panique. Rapide comme l'éclair, il s'engouffre dans le placard. Il laisse la porte légèrement entr'ouverte afin de voir ce qui se passe de l'autre côté. S'il y a de la chance, Mme Winham ne prendra qu'un verre d'eau et ressortira aussitôt. Misère, l'enseignante entre dans la pièce et il doit se couvrir la bouche pour ne pas crier. Si elle ouvre le placard, il est foutu. Que ferait-elle si elle le capturait? Elle le transformerait en crapaud, le mangerait tout cru. Mais Mme Winham ne va pas au placard. Elle tient dans sa main une fleur étrange qui provient sans doute d'un des arbustes de sa cour. Elle ouvre sa grande armoire. Nat, toujours l'œil à la mince fente, sans sa bouche s'assécher d'épouvante, l'armoire renferme une sorte de statue en pierre représentant un être au corps humain, mais avec une tête immonde. Donc, immonde, ça veut dire horrible. Mélange de boue et de crâne de squelette. La terrible sculpture tend devant elle 2 mains griffues à 4 doigts qui tiennent un plat noir en céramique. Mme Winham dépose la plante dans ce plat, lève ses 2 bras vers le ciel et commence à psalmodier. Psalmodier, ça veut dire réciter un texte religieux sacré dans une langue inconnue, vaguement inquiétante, avec une voix rauque que Nat ne reconnaît pas. Ig arlam zabot rizut osnar mir zabot o azabot ir zabot ir. Nat se dit qu'il s'agit sans doute là d'une langue de sorcière, un langage maléfique qui doit provoquer une magie quelconque. Comme pour lui donner raison, la plante entre les mains de la statue se met tout à coup à brûler d'une flamme bleutée, puis se consume en quelques secondes. Nat se mordit les lèvres d'angoisse. Si Mme Winham l'attrapait, est-ce qu'elle le réduirait en cendres comme cette petite plante? La sorcière referme l'armoire. Elle est sur le point de sortir lorsque Nat donne involontairement un coup de genou contre la paroi du placard. La sorcière s'arrête aussitôt et se retourne. Nat sent un souffle glacial lui envahir la poitrine. Elle l'a entendu. Est-ce qu'elle va? Elle s'approche du placard lentement, le regard noir. Elle tend la main et sa bague en forme d'étoile brille sous la lumière de l'ampoule du plafond. Dans une seconde, la sorcière va ouvrir la porte et découvrir le jeune espion. Terrorisé, Nat recule au fond du placard, suant à grosses gouttes sous sa tuque. Il va se faire prendre et finir brûlé entre les mains de la terrible statue à tête de bouc. Le téléphone sonne dans la cuisine. Contrariée, Mme Winham sort de la pièce pour aller répondre. D'abord rassuré, Nat s'empresse de sortir du placard. Il entend l'enseignante répondre au téléphone. « Oui, allô? Oui? » Nat s'apprête à sortir, mais se souvient de ce qu'il est venu faire. Il retourne vers le secrétaire. Les lunettes sont encore là. Il les prend rapidement, les range dans la poche de son manteau, puis sort de la pièce. Mme Winham, au salon, lui tourne le dos. Le téléphone contre l'oreille. Il se cache derrière le comptoir de la cuisine et entend la femme qui dit « Non, je ne suis pas intéressée à m'abonner à votre journal. Non, ça ne m'intéresse pas, je vous dis. Et vous deviez revoir vos règles de français. Jeune homme, vous faites beaucoup d'erreurs de langage. » Elle rapproche puis retourne dans la pièce rouge. Nat, toujours caché, soupire intérieurement. Il est sorti juste à temps, mais il entend Mme Winham quitter la pièce et il se fait tout petit derrière le comptoir. Que va-t-elle faire maintenant? Il risque un œil, il la voit entrer dans sa chambre à coucher. Puis il perçoit des sons qui ressemblent à ceux de quelqu'un qui se déshabille. Elle est sans doute en train de se changer de vêtements. C'est le moment ou jamais. Nat se dirige vers la porte avant de la maison, l'ouvre puis sort, tout en la refermant silencieusement derrière lui. En vitesse, il court vers son vélo de l'autre côté de la rue, monte dessus et pédale à toute vitesse sans regarder un seul regard vers l'arrière. Son cœur bat, la chamade. Il l'a vraiment échappé belle. 20 minutes plus tard, à l'hôpital, il rentre dans la chambre de sa sœur. Papa Pat et Mère Soph sont là, assis près du lit de Rome, et observent leur fils avec suspicion. Méfiance, ça veut dire méfiance. « Mais où étais-tu? » demande Mère Soph. « Il y a un petit devoir que je n'avais pas fini à la maison, » répond Nat. « Mais maintenant, c'est fait. » Il s'approche de sa sœur en disant « Salut Rome !» Il se penche pour l'embrasser et en même temps, il lui marmonne à l'oreille. « J'ai les lunettes.
Les yeux de Rome s'éclairent, mais aussitôt, elle lance un regard interrogateur à son frère. Et celui-ci croit comprendre et maintenant commence à se débarrasser de Mme Wenham une fois pour toutes. Et Nat n'a toujours pas de solution à cela. Ce soir-là, dans son lit, Nat ne dort toujours pas après plusieurs heures, le cerveau en ébullition. Bien sûr, il a volé ses lunettes et cela mettra la sorcière hors d'état de nuire quelque temps. Mais si elle se procure de nouvelles lunettes, tout recommencera. Nat se retourne dans son lit, réfléchissant intensément. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les maléfices qu'elle lance aux enfants se retournent contre elle. Pour lui prouver que la perfection n'existe pas, il faudrait lui démontrer qu'elle aussi peut se tromper. Mais comment? Nat se retourne encore, incapable de demeurer immobile plus de 20 secondes. Il tente de se rappeler toutes les informations que sa sœur lui a données sur l'enseignante. Nat, couché sur le dos, fronce les sourcils. Une sorte de brouillon d'idées commence à tournoyer dans sa tête. Elle donne des informations sur la date du jour, des informations qu'elle trouve dans un grand livre. Nat se redresse dans son lit, droit comme un i. Allaitant de triomphe, il vient de trouver comment combattre Madame Wenham. Rikiki, mon chapitre 7 est fini pour aujourd'hui.